Alors, juste derrière moi, il y a Yannick Régnier qui doit venir présenter le réseau TEPOS, mais je voudrais quand même, je leur avais promis, donner la parole à la salle. Ils ont peut-être des questions à vous poser. Alors, est-ce que vous avez des questions ? C'est Franck Dumaître qui va se charger de vous passer le micro si vous avez des questions. Toujours la première question qui est un petit peu difficile, n'hésitez pas. Elle peut... Ah, ça c'est un peu vache. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Allez Franck, un peu d'exercice. Ah mais non, je croyais que tu montais jusque là-haut. Il y avait quelqu'un avant moi ? D'accord. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Présentez-vous bien. Oui, merci des interventions. Je me pose un certain nombre de... Je suis maire d'une commune de 700 habitants dans l'Allier et nous sommes totalement dans la problématique qui est évoquée ces 3 jours. Nous sommes à la fois en train de développer un réaménagement d'une zone au centre du bourg avec des constructions en bois local. Nous développons 5 chaudières à la plaquette avec une production locale, puisque nous avons des forêts, nous avons 3000 hectares de forêt sur ma commune, et donc nous faisons ça en local. Il y a une carence d'offres privées sur un rayon de 45-50 km, donc nous travaillons en local. Nous n'avons pas pu faire un réseau parce que le réseau était trop coûteux pour le nombre d'habitants qu'il y avait dans un bourg qui est très très étendu. On a eu une déprise agricole considérable dans les années 50, ça a été évoqué par M. Lazzaron, je crois, tout à l'heure. C'est la même chose dans notre bourg, dans notre village. Nous sommes passés de 3900 habitants à 700 habitants, donc vous imaginez. En revanche, dans notre bourg de 150 habitants maintenant, sur une commune de 700 habitants, nous avons, et je m'interroge là-dessus, c'est ma question d'abord et j'aurai d'autres réflexions après très rapidement. Nous avons 3 turbines de 3 picots centrales qui sont centenaires. On n'est même pas dans la transition énergétique, on est dans l'histoire, dans le patrimoine de notre bourg. Ce n'est pas des barrages, c'est des prises d'eau. Et je m'interroge, et j'espère que dans les 3 jours, j'aurai réponse. Vous évoquiez tout à l'heure, vous posiez une question à nos intervenants en disant « Qu'est-ce que vous attendez de ces 3 jours ?» Moi, j'attends qu'on me donne une réponse là-dessus. Pourquoi, à l'heure actuelle, notre pays ne se pose pas la question de l'utilisation de cette énergie permanente, autrement plus durable que le photovoltaïque et l'éolien, même si ce sont des beaux projets, madame, monsieur, je ne comprends pas qu'on ne s'intéresse pas à ça. Si c'était des barrages, on pourrait questionner la question de le problème de la migration. On va leur poser la question. Mais alors, c'est ce que je voulais dire. Moi, je me pose la question de la durabilité dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que quelle est l'échéance du photovoltaïque, quelle est l'échéance de l'éolien par rapport justement au petit hydraulique. Et je ne suis pas en train de parler de barrages, je suis contre les barrages. Là, ma deuxième réflexion, je redoute, en entendant parler les gens, qu'on revienne vers une sorte d'esprit de clocher, une sorte de re-régionalisation de la production d'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est Paul Ricoeur qui disait ça, c'est un hyper bien. Et je trouve que ce mot est magnifique. On est en train, et je crois que ça a été évoqué aussi par Jean Serret dans ce qu'il a dit tout à l'heure, ne prenons pas les consommateurs en otage, essayons de produire de façon mutualisée et non pas en compétition. Et je crains qu'on mette les territoires en compétition dans ce qu'on est en train de dire. Voilà, ce n'est que mon avis. Alors, puisque vous venez de parler de mettre les territoires en compétition, et que c'est une de vos craintes, s'il m'était donné d'avoir une crainte, c'est celle de mettre les filières en compétition. Il faut surtout éviter d'opposer les filières les unes aux autres. Vous venez de parler donc du photovoltaïque, de la micro-hydraulique, de la petite, vous avez même dit pico-hydraulique. Est-ce que vous avez une réponse à apporter ? Vous avez de l'hydraulique sur vos territoires ? Vous avez beaucoup d'hydraulique, et puis Gianfranco en a beaucoup aussi. Je laisse la traduction continuer tranquillement. Mais oui, on en parle. Rien que depuis le début de l'année, ça doit être le 3e colloque hydro que j'anime. Oui, il y a plein de gens qui sont en train de prendre en main l'hydraulique avec des problèmes sur le territoire. Gianfranco, vous voulez apporter une petite réponse. Est-ce qu'en Italie, vous avez mené une campagne pour savoir un petit peu tout le potentiel hydraulique, tout ce qui vous restait à faire en hydraulique ? Un petit peu comme on l'a fait en France. Vous savez, il y a eu le rapport d'Ambrine, le rapport d'Ambrine qui a donné un gros potentiel, en gros une trentaine de térawattheures qu'il est possible de faire. Ensuite, quand on regarde un cran en dessous, il n'en reste plus que 10,6. Et puis quand on regarde vraiment, quand on discute avec les associations environnementales, notamment à cause du saumon et à cause de l'anguille, il n'en reste plus que 3 à faire. 3 térawattheures à faire. Voilà. Oui. Bon. Alors, est-ce que vous avez en Italie
une réponse à apporter sur les possibilités en petite hydraulique. Ci sono molte possibilità, mi ripeto un po', ma quello che il problema serio è quello di fare politiche di sistema e lavorare in maniera coordinata, perché io credo che il valore tra collaborazione tra soggetti, relazione tra persone e progetti sia fondamentale. Quello manca. Ci sono dei casi anche da noi interessanti e in sviluppo. Questo settore, e è anche un territorio che ha notevoli caratteristiche specifiche per la presenza di corsi d'acqua, di salti, e io penso che sia anche una delle fonti più interessanti, perché è una fonte di costante produzione e è una fonte, anche se si interviene in maniera adeguata, di limitato impatto. Donc en Italie, il y a beaucoup de possibilités, mais il y a un risque de se répéter. Il y a un peu un défaut de communication et de synthèse entre les régions. Il manque un peu une coordination. Mais l'Italie est un territoire très spécial avec de nombreuses ressources d'eau. Donc, ils pensent que c'est très intéressant pour nous, pour l'Italie, comme une source constante de production. Catherine Nouy, vous vouliez ajouter quelque chose? Très rapidement, par rapport à la question qui a été posée, c'est vrai que monsieur vient de dire, bon, l'éolien, c'est pas pérenne, le photovoltaïque également, plus ou moins. Alors oui, vous avez raison, mais l'éolien, on sait qu'un parc éolien a une durée de 20 ans. Voilà. Mais en revanche, il peut être renouvelé. Et puis je tiens à dire que, bon, par rapport à l'exposé que j'ai fait, bon, je ne sais pas, mon collègue, il viendra certainement à compléter aussi, je pense que l'important sur un territoire, c'est effectivement de ne pas se focaliser sur une énergie, quelle qu'elle soit. Moi, je vous ai parlé de l'éolien, mais on a également développé le biomasse avec des chaufferies bois, avec des réseaux de chaleur, sur des communes qui sont certes plus petites que la vôtre, je l'ai dit en introduction, mais voilà, donc la biomasse. Les agriculteurs sont en train de mettre en place également du photovoltaïque. Donc vous voyez, ça fait différentes solutions qui sont mises en place, non seulement par des élus, mais également par des privés ou des agriculteurs. Et ça permet d'avoir un panel assez diversifié d'énergie dite renouvelable. En fait, excusez-moi, je voulais juste apporter une précision. En fait, c'est de bien connaître son potentiel et de mettre les efforts financiers en priorité là où c'est le plus intéressant. Celui qui a de l'hydraulique, il faut qu'il se pense. Oui, évidemment, oui, je sais bien. Mais bon, il faudra la changer. On est justement en train de le faire. Vous êtes tous en train de le faire. Oui, alors merci d'en parler. Je pense que, Franck, si tu me donnes une minute, pour excuser Delphine Bateau, qui effectivement a un emploi du temps de ministre, ça c'est à peu près logique. Il y a énormément de manifestations en ce moment. Allez sur Internet, regardez agenda des ministres en charge de l'énergie en ce moment. Et voilà, leurs cabinets ont vraisemblablement beaucoup de mal à arriver à les faire assister à tous les événements. C'est pas forcément évident, mais je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui pourraient peut-être prendre votre dossier et aller lui remettre en main propre sans trop tarder. Une question de madame, présentez-vous bien s'il vous plaît. Levez-vous de manière à ce que la caméra puisse vous voir. Voilà. Bonjour, donc Emmanuel Berthaud, je suis d'une entreprise qui s'appelle Énergie Verte du Bourbonnais dans l'Allier. Ma question, elle reprend à nouveau des propos de Didier Château, décidément on n'arrête pas, sur l'aspect pédagogique des énergies renouvelables vis-à-vis de la sobriété énergétique et de l'efficacité énergétique. Vous avez
beaucoup parlé d'énergie renouvelable, un petit peu aussi d'efficacité et de sobriété, mais surtout d'énergie renouvelable. Et est-ce que dans vos différents projets, vous avez du coup des témoignages à apporter par rapport à cet aspect pédagogique, ou effectivement est-ce que ça a pu faire boule de neige ou faire des effets rétroactifs de sobriété et d'efficacité? Merci. Merci de venir prêter secours à l'animateur rationnel, comme on a dit tout à l'heure. Alors, et Jean de La Fontaine dans tout ça, on y revient. Rien ne sert de produire, il faut consommer à point. Pour ce qui concerne la communauté de communes du Val d'Ille, sur les témoignages apportés sur la sobriété, pour nous c'est trop tôt. On n'a pas assez avancé sur la sobriété, on le sait. Sur l'efficacité, sur les ENR, si, par contre, effectivement, on a des tas de témoignages de gens qui se sont accaparés les choses, les particuliers, etc., pour faire des choses. Alors, en se disant, moi je vais apporter ma pierre à l'édifice, je vais investir dans les énergies renouvelables, etc. Des fois dans des choses qui ne sont pas très, très, très rentables, des fois dans des choses même qui sont des véritables arnaques. Mais bon, ça, je pense entre autres aux petits éoliens, là, les petites machines qui tournent sur les pignons, là, attention. Voilà, mais bon, non. Je pense que ça viendra justement au travers du travail. Les petites machines sur les pignons, oui, c'est vrai que vous, en Bretagne, vous avez quelques murs pignons qui ont dégagé. Vous allez sur le site de l'AFPPE, Association française des professionnels du petit éolien. AFPPE, ils ont fait tout un papier technique sur les éoliennes en murs pignons. Vous aurez comme ça... Il y avait un témoignage, oui, Eva? Oui. Sur le thème de l'efficacité, en Allemagne, je pense que c'est la même chose en France. Les préconditions ne sont pas là pour réaliser un vrai pas en avance, parce que l'efficacité à la côté du consommateur et à la côté de production n'ont pas une bonne place. L'efficacité à la côté du production, par exemple en Danemark, la moitié du demande d'électricité est fait dans des cogénérateurs. Et c'est comparable avec l'Allemagne. On avait le potentiel et avec beaucoup de pays en Europe. Mais la politique ne soutient pas ça. Et à l'autre côté, la politique ne soutient pas l'efficacité à la côté des consommateurs. Il y avait des idées qui... étaient dans le ministère de l'Environnement, et on a vu ça, et on a vu des avantages pour l'industrie, pour les grandes centrales d'électricité, et pour cela on a directement jeté les idées dans les poubelles. C'est vraiment dommage. Alors, je vous renvoie quand même sur le site Négawatt, sobriété, efficacité, renouvelable. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le négawattheure, c'est le mégawattheure le plus intéressant, on ne l'a pas consommé. Présentez-vous bien, retournez-vous, regardez la salle. Robert Arnaud, BioVallée. C'est une question toute bête. Les 32 mâts de Catherine, comment ils sont financés? Qui est à l'initiative? Est-ce que ça profite à la population? Est-ce qu'il y a une maîtrise du devenir? Alors, donc, il y a des recettes fiscales que nous percevons. Donc, le territoire est constitué de la communauté de communes que je représente, comprend 20 communes. Aujourd'hui, il y a 4 communes qui ont des éoliennes. J'en ai parlé de 32, mais aujourd'hui c'est 25, il va y en avoir 7 plus tard. Donc c'est la collectivité, c'est la communauté de communes qui perçoit les recettes fiscales. Et les 4 communes qui ont des éoliennes sur leur territoire, elles bénéficient des recettes au prorata du nombre d'éoliennes et en fonction du taux, alors ne soyez pas étonnés si je dis de taux de TP, parce qu'à l'époque, lorsque les éoliennes ont été implantées, la TP existait encore. Donc par rapport au taux de TP qui avait été voté l'année de l'implantation des éoliennes. Non, la question c'était qui a financé, quel est l'investissement de départ. Mais c'est très bien d'avoir répondu à cette partie-là aussi. Hein. Oui. Qui a financé, c'est un promoteur privé qui a financé le parc éolien. Donc la collectivité n'a pas mis... Je peux rectifier un tout petit peu.
c'est vraisemblablement un banquier. Parce que quand il y a un parc éolien qui s'installe, le promoteur privé ne met que 20% qui correspond aux fonds propres, et les 80% viennent des banquiers. Et c'est bien le problème qu'il y a en ce moment, c'est d'arriver à convaincre les banquiers de continuer à mettre énormément de ce qu'on appelle la dette senior, ce financement bancaire qui va venir abonder l'effet levier des financements privés pour permettre de porter un parc éolien ensuite. C'est pour ça que dire qu'un parc éolien... Ah oui, est-ce qu'il y a du financement local dans ce parc éolien? Est-ce qu'il y a une petite partie de financement local? Zéro. Le promoteur est venu solliciter la communauté de communes au début des années 2000, puisqu'il a fallu 7 ans avant que le parc éolien soit dressé. Donc il est venu solliciter la collectivité. La collectivité, alors c'est important de le dire, les 20 communes qui composent la collectivité, les 20 communes ont voté favorablement pour l'implantation d'un parc éolien, sachant qu'il n'y avait que 4 communes qui étaient concernées. Donc il y a eu une forme de solidarité qui s'est opérée au niveau de la collectivité. Parce que ce n'est pas neutre de savoir, sur un territoire tel que je représente, qui effectivement a du patrimoine culturel. Les 20 communes se sont engagées à bénéficier de ce parc éolien. Mais nous n'avons pas investi 1 euro. Alors, Catherine Nouet, on va tendre une perche vers la table ronde de vendredi matin qui en parlera un petit peu plus. Est-ce que l'idée d'une SEM, d'une société d'économie mixte, vous a caressé l'esprit? Éventuellement, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous imagineriez cette solution? Alors, effectivement, ça avait déjà été évoqué lors d'une précédente rencontre. Non, ça ne nous avait pas effleuré l'esprit. En revanche, aujourd'hui, alors je veux dire, on se trouve dans une autre dynamique, c'est-à-dire que notre collectivité va se transformer par le biais d'une fusion. Donc nous sommes en train de prendre nous sommes arrivés à l'âge de maturité. Donc voilà, nous allons fusionner avec une autre collectivité. Donc c'est un peu complexe aujourd'hui de parler de cela, compte tenu de la fusion qui est en train de s'opérer. Et qui dit fusion, dit compétences qui sont prises par l'autre et par l'une. Enfin, c'est très complexe. Donc le parc éolien, d'ailleurs, a été mentionné dans le cadre de la fusion. Au niveau des recettes que nous percevons. Une fusion, c'est un peu comme un mariage. Vous le faites réduite aux acquets ou ce sera une communauté Oui. Non, je sais que dans la salle, d'ailleurs, il y a le président du CICECO qui est présent. Oui, je l'ai aperçu, voilà. Il est là. Il écoute avec attention. Ils sont venus en force, là. Oui, c'est très complexe. C'est très complexe par rapport aux compétences de l'un, compétences de l'autre, aux recettes de l'un et aux recettes de l'autre, à la fiscalité de l'un et à la fiscalité de l'autre. Et le problème éolien a été abordé. Bon, des discussions en cours, des adhésions ou pas au CICECO. Oh, Jacques Jacquenet veut faire un commentaire, mais alors je vais me faire étriper là parce que j'ai pas réussi à rattraper le retard avec lequel on a démarré. Ah ben merci, c'est sympa. Merci Franck. Moi, ce que je voudrais dire sur la SEM, j'ai quand même... Debout, de retourner. Jacques Jacquenet, président du CICECO. Je pense que les SEM, c'est vraiment une bonne solution. À l'époque, quand Catherine Louis a créé son parc éolien, à mon avis, on ne parlait pas comme maintenant. Maintenant, un syndicat d'énergie comme le CICECO pour la Côte d'Or, 665 communes, on représente un poids, et c'est là qu'il faut participer dans une SEM, justement, pour un développement éolien. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Ce qu'il faut, bien sûr, tout à l'heure, pour le financement, eh bien, vous avez un développeur, c'est lui qui finance tout. Ce n'est pas les banques, c'est lui qui va chercher les banques. Mais ça, c'est dans l'histoire de l'iceberg. On vous montre, dans un parc éolien, toute la partie financière que touche la collectivité, c'est la partie qu'on voit de l'iceberg, mais c'est la partie, il faut être dans la partie inférieure. Et c'est là, en tant qu'une SEM, elle doit participer, et participer aussi aux résultats du parc éolien. Je crois qu'il y a une SEM qui veut témoigner. Pendant que Jacques Jacquenet, sur l'hydraulique, un syndicat départemental. Alors moi, je suis partisan à fond sur l'hydraulique. Ce que je regrette, c'est aussi cette fameuse loi sur l'eau qui nous bloque justement dans tous les projets hydroélectricité qu'on pourrait faire. Bon, la LEMA, loi sur l'eau, les milieux aquatiques. Alors un témoignage peut-être d'une SEM, non? Et après ça, on s'arrête, sinon je crois que je ne pourrai pas. Oui, Patrick Soltier, je ne suis pas une SEM, je suis élu à Plélan-le-Grand. Et depuis 2001, dans ma commune, des développeurs étaient venus pour installer des éoliennes. Et là, on a pris l'exemple du Danemark et de l'Allemagne. Schönau, notamment, c'est un peu notre rêve.
En France, c'est un peu compliqué avec notre acteur historique, mais bon. Mais malgré tout, là, on s'est dit comment faire pour impliquer la population. Et on est parti sur une SAS avec des habitants. Et nous sommes le développeur de notre parc dans notre commune. Et nous avons réussi début 2004 et on a installé nos machines et tourne depuis 2008. Et combien d'actionnaires dans la SAS ? On est 12 à la base, plus ensuite, on est 80 en tout maintenant à avoir investi dans le parc, avec le soutien d'un groupe industriel. Mais il n'y a pas que la banque qui gagne de l'argent, les investisseurs à la base ont gagné de l'argent dans notre commune. Et personne n'a acheté de 4x4, on a fait des travaux dans nos maisons, etc. Donc il y a d'autres solutions que des développeurs extérieurs. On peut imaginer, la réflexion pourrait être comment impliquer notre population, mais dès le début. Et donc, en prenant part à l'investissement, il y a des possibilités. Et je suis sur d'autres projets aujourd'hui. On espère qu'on arrivera à prendre l'ensemble de la problématique énergie. Donc, pensez aussi à... Merci pour ce témoignage. Il y a énormément d'argent localement. Les gens inscrit... les mettent dans les banques ou dans des maisons pour louer, par exemple. On pourrait imaginer le mettre dans des moyens de production dans nos propres communes. Alors, participez à l'atelier numéro 1 consacré au financement du développement. Merci pour ce témoignage. Bon, je suis désolé là, mais j'aurais voulu passer beaucoup de temps avec vous. Il y a encore 2 jours ensemble. Ceux qui voulaient poser des questions, vous aurez encore l'occasion de les poser. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde de retour d'expérience. Et je vais tout de suite laisser la parole à Yannick Régnier qui va venir vous présenter le réseau Territoire à énergie positive. Juste après, je vous donnerai tout un tas d'informations pratiques pour les visites qui sont organisées.